Salut à toi, je me nomme Dr Locke Alexandre. Je vais vous entretenir tout au long de cette vidéo en ce qui concerne la santé vitale du cerveau, du cœur, et tu découvriras ce que tu vas désormais faire et à éviter. Écoute attentivement, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise bien avant que je passe des années à conseiller des gens sur leur alimentation, leur sport, sans jamais vraiment m'arrêter sur ce truc énorme qui se passe chaque nuit sous leur crâne pendant qu'ils dorment. Il y a quelques mois, j'ai eu une conversation qui m'a retourné l'esprit. Un homme, 52 ans, sportif, non-fumeur, tension impeccable à chaque visite médicale, et un matin, il s'est réveillé avec la moitié du visage qui ne répondait plus, juste comme ça, dans son lit. Sans le grand effondrement dramatique qu'on voit dans les séries médicales, juste la nuit. Et au réveil, le monde avait changé de forme. Ce qui m'a hanté, c'est la phrase qu'il m'a dite après. Il m'a dit « Mais j'avais rien senti venir ». Cette phrase-là, je l'entends trop souvent et je pense qu'on peut changer ça. Je voulais savoir, est-ce que tu es concentré? Parce que là, on va entrer dans les vraies choses. On fera un petit jeu. Tous ceux qui vont écrire en commentaire ce qu'il aura retenu après avoir suivi toute la vidéo pourront bénéficier d'une consultation, d'un suivi de proximité et des conseils pour leurs problèmes de santé. Ton cerveau a une équipe de nettoyage et elle travaille la nuit. En 2013, pas en 1850, pas dans un vieux manuel poussiéreux. En 2013, une chercheuse danoise, Maiken Nedergaard, à l'université de Rochester, découvre quelque chose qu'on n'avait littéralement jamais vu. Un système de nettoyage du cerveau complet, fonctionnel. Elle l'appelle le système glymphatique. Quand j'ai lu ce que ça fait, j'ai eu ce sentiment bizarre de quelqu'un qui découvre qu'il y a un aspirateur dans sa maison depuis 40 ans et qu'il ne l'avait jamais sorti du placard. Voilà le truc, ton cerveau consomme 20% de l'énergie totale de ton corps pour 2% de ton poids. Un moteur de Formule 1 dans un boîtier de montre, et comme tout moteur qui carbure à plein régime, il produit des déchets, des résidus métaboliques, des protéines mal repliées, de la bêta-amyloïde liée à Alzheimer. Des sous-produits dont personne ne veut chez soi. La science s'est longtemps demandé comment le cerveau se débarrasse de tout ça. Le reste du corps a le système lymphatique, mais le cerveau, lui, est enfermé dans sa boîte crânienne, tout seul dans son coin. La réponse, c'est le système glymphatique. Un réseau qui utilise le liquide céphalorachidien, ce liquide transparent qui baigne ton cerveau pour se faufiler dans des canaux autour des vaisseaux sanguins. Des cellules en étoile, les astrocytes, guident ce liquide comme des agents de voirie qui orientent les camions poubelles. Ça capture les déchets, les emmène vers les veines et les élimine. Mais voilà le détail qui change absolument tout. Ce système est actif presque exclusivement pendant le sommeil profond. L'espace entre tes neurones se dilate littéralement quand tu dors. On passe de 14 à 23% du volume cérébral disponible, ce qui permet un nettoyage bien plus efficace. Deuxièmement, on va parler de la position de ton corps, le truc dont personne ne parle au dîner, et c'est là que ça devient concret, applicable ce soir. Nedergaard a aussi étudié quelque chose d'inattendu, la position de sommeil, parce que la mécanique de circulation de ce liquide dans le cerveau n'est pas indifférente à la gravité, à l'orientation de ton corps dans l'espace. Résultat des courses, sur le dos, c'est correct. Sur le ventre, problématique pour les voies aériennes et la nuque. Mais sur le côté, et particulièrement le côté gauche, le drainage glymphatique est mécaniquement optimisé. Le liquide circule mieux, les déchets sortent plus vite. Je te vois peut-être lever un sourcil. Loïc, tu me dis que la position dans laquelle je dors change la qualité du nettoyage de mon cerveau. Ouais, c'est à peu près ça. Petite nuance. Si tu souffres d'insuffisance cardiaque, le côté gauche peut ne pas être idéal. Là, ton cardiologue est ton meilleur ami. Mais pour la grande majorité des gens, cette position cumule des avantages cardiovasculaires et neurologiques qui méritent vraiment qu'on y réfléchisse. Le matin qui tue, en silence, mais alors quelque chose se produit entre 4h et 9h du matin. Quelque chose que la cardiologie documente depuis des décennies et que la plupart d'entre nous ignorons complètement. À quelle heure les crises cardiaques surviennent-elles le plus fréquemment? Et les AVC? Si tu réponds en pleine journée, sous le stress du boulot,
C'est une réponse intuitive, raisonnable et fausse. La réponse réelle publiée dans la revue médicale Stroke le matin. La fenêtre entre 6h et midi concentre statistiquement plus d'AVC que n'importe quelle autre période de la journée. Pourquoi le cortisol ? Pas juste l'hormone du stress, c'est avant tout l'hormone du réveil. Tes glandes surrénales commencent à en sécréter vers 4-5 heures du matin pour te préparer à affronter la journée. C'est un mécanisme de survie vieux de centaines de milliers d'années, mais dans cet élan, la pression artérielle remonte avec lui, le sang devient légèrement plus visqueux, les plaquettes s'agrègent plus facilement à 7 heures, les vaisseaux qui s'étaient décontractés pendant la nuit doivent soudainement gérer une montée de pression. Les spécialistes appellent ça la surge matinale. Et une étude dans Circulation sur 500 patients hypertendus suivis 11 ans a montré que cette montée matinale excessive était associée à une augmentation du risque d'AVC silencieux de 57%. 57. Et si tu te réveilles en sursaut avec une alarme, les chercheurs de l'université de Virginie ont mesuré que la montée matinale de pression était alors 74% plus élevée que chez ceux qui se réveillaient naturellement. 74% de hausse supplémentaire, juste parce que ton téléphone a beuglé à 7 heures. Je ne dis pas de jeter ton réveil, je dis que cette information change la façon dont tu devrais penser à tes matins. La nuit, qu'on ne mesure jamais, ce qui m'a le plus frappé et franchement agacé quand j'ai creusé ce sujet, c'est l'absurdité du système de surveillance médicale. On mesure ta tension artérielle chez le médecin, assis après 20 minutes dans une salle d'attente avec un magazine de 2019 légèrement stressé et on considère que ce chiffre raconte toute ta réalité vasculaire. Mais la nuit, le moment où ton corps est soit en train de se réparer magnifiquement, soit sous pression chronique silencieuse et on ne mesure rien. Chez une personne en bonne santé, la pression artérielle baisse de 10 à 20% pendant le sommeil. Les cardiologues appellent ça le dipping nocturne. Une pause biologique protectrice. Le cœur respire, les vaisseaux se décontractent, mais quand ce dipping disparaît, tension qui reste haute ou qui monte pendant la nuit, on est face à l'hypertension nocturne silencieuse, invisible en cabinet et pourtant associée à un risque nettement accru d'AVC, d'infarctus, de lésions rénales. Ce qui sabote ce dipping, le manque de sommeil chronique, le stress non géré et surtout l'apnée du sommeil non diagnostiquée. Cette pathologie où tu t'arrêtes de respirer des dizaines et parfois des centaines de fois par nuit sans t'en rendre compte, pendant que ton entourage pense que tu ronfles juste un peu fort. Chaque micro-réveil lié à une apnée maintient le système nerveux sympathique en alerte, le cortisol reste élevé. Les vaisseaux restent contractés. Et toi, tu te réveilles fatigué, tu t'attribues ça à une mauvaise nuit, tu avales ton café et tu continues pendant que tes petites artères cérébrales encaissent silencieusement nuit après nuit. L'AIT, quand le corps essaie de te parler et que tu raccroches. Et c'est exactement ici que quelque chose d'inattendu arrive dans la plupart des histoires d'AVC graves. Dans 25% des AVC graves, il y avait eu un avertissement préalable, un signal clair, physique, mesurable et ignoré. On appelle ça un AIT, accident ischémique transitoire. Le fameux mini-AVC, terme que je déteste parce qu'il donne l'impression que c'est bénin. C'est un caillot qui bouge temporairement une artère du cerveau. Le sang ne passe plus. Une zone cérébrale privée d'oxygène quelques secondes, quelques minutes, et puis le caillot se dissout tout seul. La circulation reprend. Les symptômes disparaissent. Et la personne fait quoi? Elle se dit que c'était un malaise, un coup de fatigue. Elle reprend sa journée, sauf que le risque d'AVC complet est maximal dans les 24 à 48 heures suivant un AIT. C'est la fenêtre la plus dangereuse, le corps a montré sa vulnérabilité et il peut recommencer, cette fois sans se dissoudre tout seul. Alors voilà les signes, grave dans ta mémoire l'acronyme VIT, V, visage, un côté qui s'affaisse, une asymétrie soudaine, une bouche qui tire d'un côté, I, impossibilité de lever un bras. Tu demandes à la personne de lever les deux bras, un des deux redescend ou ne monte pas. T, trouble de la parole, les mots qui ne sortent plus, qui s'embrouillent, qui n'ont plus de sens, en urgence. Le 15, le 112. Maintenant, pas après avoir cherché sur Google, 1 900 000 cellules cérébrales meurent chaque minute pendant un AVC non traité, pas par heure, par minute. Et si les symptômes ont déjà disparu, tu appelles quand même, immédiatement.
Concrètement, il y a des choses simples, tellement simples qu'on les sous-estime. La cohérence cardiaque, 5 cycles respiratoires par minute, inspire 4 secondes, expire 6 secondes pendant 5 minutes, 3 fois par jour, 11 minutes au total. C'est le temps d'une chanson et demie, ça fait descendre le cortisol, calme le système nerveux sympathique et aide le deeping nocturne à se produire correctement. Le sommeil 7 à 8 heures, pas je rattraperai le week-end. Ce mythe confortable ne compense pas les dégâts vasculaires d'une semaine de nuit courte. La régularité compte autant que la durée, même horaire chaque jour, même le dimanche. La position sur le côté gauche, oreiller ferme entre les genoux. Et si tu as plus de 50 ans, des facteurs de risque, tabac, diabète, surpoids, antécédents familiaux, demande à ton médecin une MAPA, mesure ambulatoire de pression artérielle sur 24 heures. Ce petit appareil que tu gardes jour et nuit, c'est lui qui révèle ce que le cabinet ne voit jamais, l'hypertension nocturne. Ce que je veux que tu emportes ce soir la nuit, tu ne dors pas juste, tu répares, tu nettoies, tu régules, et tout ce que tu fais pour perturber ça, le stress chronique banalisé, les nuits courtes portées comme un badge d'honneur, l'apnée non diagnostiquée, les réveils brutaux acceptés comme normaux, tout ça a un coût vasculaire, neurologique, silencieux, qui se présente un matin avec une facture que tu n'avais pas prévue. Ce que j'ai réalisé en préparant cette vidéo, et ça m'a vraiment touché, c'est qu'on parle de prévention cardiovasculaire en pensant alimentation, sport, tabac. À juste titre. Mais le sommeil, sa qualité, sa durée, la position du corps, la gestion du cortisol, ce versant-là est presque absent de la conversation préventive grand public et il mérite d'y être. Et pour tous les autres, commencer par mieux dormir, mieux positionner son corps, mieux gérer sa biologie nocturne, c'est le geste préventif le plus sous-estimé, le moins spectaculaire et l'un des plus puissants que tu puisses faire pour ton cerveau. Prendre soin de toi ne commence pas toujours par ce que tu fais, ça commence parfois par comment tu te couches. Prends soin de ton sommeil et ton cerveau prendra soin de toi. Parce que la santé, ce n'est pas seulement ce que tu construis pendant le jour, c'est aussi ce que tu laisses se réparer pendant la nuit. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, une seule chose, le pouce en l'air 3 secondes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la clochette parce que les prochains sujets sont au moins aussi importants que celui-là.